Et si, après entre autres des sujets sur les concerts rock, sur les spectacles dansés ou sur les représentations à l'opéra, nous parlions de concerts classiques dans Bleu Up. En effet, des concerts de musique classique au cinéma, il y en a beaucoup, et pas seulement ce concerto de Tchaïkovski au Théâtre du Châtelet, dans le concert avec Alexeï Gouskov en chef d'orchestre et Mélanie Laurent en soliste. Des concerts en salle dans Le Pianiste, ou des concerts en plein air dans l'Âge d'Or, des concerts publics dans Ma Nuit chez Maud, ou des concerts privés dans Intouchable, pour des récitals au piano dans Tirer sur le pianiste, ou pour des formations symphoniques dans Tétro, des concerts à Pékin dans L'Enfant au violon, à Athènes à l'Acropole dans New York Stories, à New York au Lewisohn Stadium dans Rhapsody in Blue, ou à Salzbourg pour un festival Mozart dans la Boom 2 avec T-shirt des Stones et Chouquette, des concerts plutôt approximatifs sur du Mozart encore dans L'Innocent de Luchino Visconti, ou des concerts moins approximatifs sur du Ravel dans Un cœur en hiver, bref, des concerts classiques au cinéma en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question avec une précision d'emblée, nous n'évoquerons pas ici les ballets ni l'opéra, car nous le disions en ouverture, nous en avons déjà beaucoup parlé dans Bleu Up. Alors pour commencer, les nombreux biopics de compositeurs célèbres contiennent logiquement leur lot de scènes de concert, que ce compositeur soit dans la salle, comme dans Passion immortelle, Robert Schumann, ici sous les traits de Paul Enride, assistant à un récital de ses compositions assuré par Katharine Hepburn, alias Clara Schumann, sa femme, ou que ces compositeurs soient sur scène, par exemple au piano, comme Franz Liszt, incarné par un Dirk Bogarde méconnaissable dans le Bal des Adieux, ou encore Piotr Tchaïkovski, incarné par un Richard Chamberlain habité dans The Music Lovers de Ken Russell, lequel s'y connaît en scène de concert, puisqu'il a également réalisé des films sur Franz Liszt ou Gustav Mahler. Mais quoi d'autre ? Eh bien, hormis les compositeurs, le cinéma a aussi fait le portrait de nombreux musiciens virtuoses, comme ce soliste violon incarné par Vittorio Gassman dans Rhapsody, exécutant brillamment le concerto pour violon de Tchaïkovski, sous les yeux notamment d'Elizabeth Taylor, ou cet autre soliste violon, incarné cette fois par John Garfield dans Humoresque, du Tchaïkovski encore, sous les yeux de John Crawford. Sans oublier, mais comment l'oublier, Leslie Nielsen, en improbable violoniste bodybuildé dans Le Détonateur, et un violoniste maladroit bien évidemment. Sinon, le cinéma a aussi fait le portrait de violoncellistes virtuoses, comme dans Goshu d'Isao Takahata, bien aidé par ses copains chats, Coucou, Tanuki et Mulot, que l'on aperçoit en image mentale. Sinon bien sûr, les solistes pianistes comme Miles Clarkson, alias Alan Alda dans Satan mon amour, possédé au sens propre, ou comme le pianiste David Helfgott dans Shine, possédé mais au sens figuré cette fois, pour un concerto pour piano de Rachmaninoff intense. Sinon une scène que nous aimons tout particulièrement dans Des filles en noir de Jean-Paul Siverac, le ballet des ombres heureuses de Christoph Willibald Gluck, interprété à la flûte traversière par Élise Lomo pour un moment d'éclaircie inespéré dans une vie jusque-là si sombre.
Mais à part ça, eh bien, hormis le poste discret de tourneur de page, évoqué notamment dans La tourneuse de page avec Déborah François assistant sur scène la pianiste Catherine Fro, le cinéma a surtout beaucoup évoqué la profession de chef d'orchestre. Au féminin avec Christane de Bruyne, alias Antonia Bricot, première chef d'orchestre au début des années 20, dans le récent Antonia, la femme d'orchestre, ou des chefs d'orchestre au masculin, avec Cary Grant, très désinvolte l'air de rien, dans On murmure dans la ville de Joseph Mankiewicz. Sans oublier Rex Harrison, visiblement moins serein, dans Infidèlement vôtre, persuadé que sa femme le trompe et imaginant de funestes dessins lors d'une représentation, avant de revenir à la raison, ou presque, pour terminer son concert. Sinon, le cinéma a aussi beaucoup montré le chef d'orchestre en répétition, qu'il soit au début de sa carrière et plein d'enthousiasme, comme Sami Frey dans La vérité de Clouseau, ou qu'il soit à la fin de sa carrière et un peu moins exalté, comme John Gielgud dans Le chef d'orchestre d'Andrzej Wajda, ou comme Baldwin Bass en conflit avec ses musiciens, et cela ne fait que commencer, dans Prova d'Orchestra de Federico Fellini. Enfin, on s'en voudrait de ne pas citer quelques chefs d'orchestre plutôt originaux, comme Isao Numasaki dans Un merveilleux dimanche d'Akira Kurosawa et son air-concert de la symphonie inachevée de Schubert, ou encore tiens, dans un genre différent, Bugs Bunny, et oui, dans Bunny, chef d'orchestre. Mais encore, eh bien de nombreux films dits d'initiation se concluent par une scène de concert en forme d'apothéose. C'est par exemple La Passion d'Augustine de Léa Poul, avec son couvent au Québec dans les années 60, à l'enseignement très rigoureux. La périphrase, vous m'avez bien comprise. Qui se termine par une jolie étude de Chopin. Ou C'est la musique de mon cœur de Wes Craven, avec une Meryl Streep, prof de violon dans une école d'Harlem, au départ peu réceptive à son enseignement. Jusqu'au final au Carnegie Hall. Sans oublier scénario très proche dans Le professeur de violon, ce prof dans une favela au Brésil qui comprend que cela ne va pas se passer comme sur des roulettes. Mais finalement, à la fin du film, si. Un scénario enfin qu'a repris récemment Rachid Ami dans La Mélodie, avec cette fois Kadmerad dans le rôle du professeur au départ peu écouté. Monsieur, pourquoi il a un crâne sexy? Avant le concert final à la Philharmonie de Paris, Scheherazade de Rimsky-Korsakov, qui impressionne spectateurs et chefs d'orchestre. Mais encore, eh bien les scènes de concert au cinéma sont aussi, parfois, l'occasion de rapprochements sentimentaux tout en jeu de regard. Sur scène tout d'abord, dans Intermezzo, entre Leslie Howard au violon et Ingrid Bergman au piano. Mais aussi des rapprochements dans la salle, entre Jean-Pierre Léaud et Marie-France Pizier, dans Antoine et Colette, à la salle Pleyel. Ou encore des rapprochements dans la salle et sur scène dans Tuer n'est pas joué entre Timothy Dalton, James Bond et la violoncelliste Mariam Dabo. Sans oublier récemment, dans Énorme de Sophie Le Tourneur, le rapprochement par écran interposé entre la pianiste Marina Foïs et Jonathan Cohen, resté à la maternité le temps d'un concerto de Ravel.
À part ça, à l'inverse, le concert peut aussi exacerber les tensions amoureuses. Il y a tout d'abord l'absence d'une spectatrice qui trouble Albert Dupontel dans Fauteuil d'orchestre, ou l'absence d'un musicien qui déçoit Paula Beer dans Franz, et puis, dans Face à face d'Ingmar Bergman, un récital de Mozart qui cristallise la crise du couple Erland Josephson-Liv Ullmann. Enfin parfois, souvent, la tension monte d'un cran pendant un concert au cinéma, lors d'un mystérieux rendez-vous dans les loges entre Michel Bouquet et Jeanne Moreau dans La mariée était en noir, ou la tension entre Sigourney Weaver et Ben Kingsley que le hasard réunit dans La jeune fille et la mort, Du coup, on ne compte plus au cinéma les concerts perturbés, interrompus dramatiquement, dans Les mains d'Orlac par un Mel Ferrer, pianiste troublé par des mains qui lui échappent, mais aussi dans Le Grand Blond avec une chaussure noire par un Jean Carmet en mari trompé, sans oublier la jalousie de la petite sœur de Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté, mais aussi Silvio Orlando, Marie Agar, qui interrompt le Dixit Dominus d'Handel dans Le Caïman. Ou encore dans la Symphonie des héros, en pleine guerre, la 5e de Beethoven, interrompue par les militaires, aux grandes dames du chef d'orchestre Charlton Heston. Enfin, nous évoquions la tension et le suspense, alors n'oublions pas le final de L'homme qui en savait trop, évidemment, avec Doris Day et James Stewart au Royal Albert Hall de Londres, qui vont tout tenter pour empêcher un attentat. Mais aussi plus récemment, Grand Piano avec Elijah Wood en pianiste virtuose, menacé concrètement par un tueur pendant un concert. Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, la violence, le meurtre dans les coulisses et le retour dans la salle de concert pour Romain Duris en sang dans De battre mon cœur s'est arrêté. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de concert de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le cinéaste autrichien Michael Haneke. Il y a tout d'abord La pianiste, fréquemment rythmée par des scènes de concert, mais il y a aussi et surtout Amour, et plus précisément sa scène d'ouverture au Théâtre du Châtelet, pour un impromptu de Schubert, interprété hors champ par le pianiste Alexandre Tarot, un concert en plan fixe, pour dire que quelque chose, immuable, latent, est déjà là, et pour dire aussi la dissolution, presque la disparition, dans la foule, du couple Jean-Louis Trintignant et Manuel Riva. Notre numéro 4, un film encore jamais cité dans Blow Up, le court-métrage Le batteur du boléro que Patrice Lecomte met en scène en 1992. Le réalisateur y filme un concert du boléro de Ravel, œuvre répétitive s'il en est, en se concentrant uniquement sur le batteur, incarné par Jacques Villeray, pour une impayable performance en plan séquence, longue d'une dizaine de minutes, et dont voici, parce qu'on est comme ça, un échantillon de 2 minutes.
Notre numéro 3 est pour nous une évidence, Mélo d'Alain Resnais. André Dussolier y incarne un violoniste virtuose, évoquant face à Sabine Azéma et Pierre Arditi l'un de ses concerts très particuliers. Une scène en plan séquence, là aussi, comme la quintessence de l'amour d'Alain Resnais pour le théâtre et pour les acteurs. Le soir, dans une grande salle de concert, je me sentais pas en train. Je joue très médiocrement la symphonie espagnole de Lalo. Hélène était assise, comme toujours, au premier rang de l'orchestre. Entre les morceaux, malgré moi, par habitude du soupçon, je scrutais les environs. J'examinais les voisins d'Hélène pour voir si, parmi eux, il ne se trouvait pas un homme capable d'attirer son attention, mais non. Le hasard voulait qu'elle fût entourée de femmes, de vieillards. J'avais remarqué que l'avant-scène de gauche n'était occupée que par 2 femmes assez élégantes. Tu sais ce que je suis lorsque je joue. Je ne ferme pas les yeux, mais je ne vois plus. Il me serait impossible, du moins je le croyais, de regarder, de distinguer dans la salle qui que ce fût. J'allais attaquer la 3e sonate de Bach, j'avais accordé, je levais l'archet, quand... Comment? Pourquoi? Mon regard balaya de nouveau cette avant-scène de gauche. Un homme y était entré. Je le vis petit, brun, assez beau. Il était accoudé, il avait une expression tendue, sensuelle. Son regard se fixait sur un point de la salle qui ne pouvait être que la place d'Hélène ou une des places voisines. Mon cœur se comprima. Mais une force de dédoublement que je ne soupçonnais pas fit que je commençai à jouer aussitôt et sans perdre conscience, oh mais non. Par une manœuvre imperceptible, je suis immédiatement replacé Hélène dans mon champ visuel. Ah, quel drôle d'instant. Enfin, je la tenais. J'étais sur cette scène, seul, avec mon violon, qui était partout un public, et à 2 pas de cette femme, face à face avec elle, et je la tenais. 1000 fois mieux que du fond de la plus extraordinaire cachette. Elle avait attendu les premières notes. Et maintenant, elle tournait la tête vers sa droite. C'est-à-dire vers ma gauche, vers l'avant-scène, avec lenteur, en l'inclinant un peu sur l'épaule. Enfin, quelque chose se passa sur son visage. J'aperçus une petite contraction que je connaissais bien. Certaines petites mots cyniques. Je peux tout revoir. La grâce et l'audace de son attitude. Le mouvement de la tête s'était arrêté. Et son regard et le regard de l'homme se touchèrent devant moi. La 3e sonate de Bach exhalait tous ses soupirs et ma bien-aimée faisait l'amour avec un inconnu à travers la salle. Notre numéro 2, changeons de registre avec La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Nous évoquions les chefs d'orchestre dans notre introduction, et il en manquait un, bien sûr, Louis de Funès, le seul, l'unique, en Stanislas Lefort, chef d'orchestre autoritaire de l'Opéra de Paris, en pleine répétition de la Damnation de Faust de Berlioz.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Non, bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop, alors. Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, le final de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Avec cet avertissement, nous allons vous montrer la scène finale du film, donc si vous ne l'avez jamais vu, vous voilà prévenu. Un concert une nouvelle fois hors champ et une nouvelle fois en plan séquence, pour des retrouvailles à distance entre Noémie Merlan et Adèle Haenel à un concert des 4 saisons de Vivaldi. Et pour bien profiter de ce dernier extrait, plaçons, une fois n'est pas coutume, notre générique à nous avant l'extrait, avec les titres des films, voilà, mais aussi les réalisateurs et réalisatrices, voilà, sans oublier les ayants droit, voilà, plus 2 ou 3 autres choses que voici. Et donc maintenant, place à Noémie Merlan et Adèle Haenel pour une interprétation de l'été de Vivaldi qui ne nous est jamais apparue aussi brûlant. Il ne m'a pas vu.